Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio avec notre expert en emploi, Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. On va parler de plein de choses aujourd'hui au sommaire de cette émission. Le XXe siècle est-il le siècle de l'avènement identitaire? Mais qu'est-ce qu'une identité? On posera la question à la philosophe Julia de Funès à l'occasion de la parution de son dernier livre, Le siècle des égarés, aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que l'identité égare ou oriente? Cette question peut se poser dans l'entreprise et la formation. En deuxième partie, on verra notamment comment cette soif effrénée d'identité bouleverse les pratiques, notamment dans le monde du travail et de la formation. Et puis nous verrons précisément comment une entreprise, un grand groupe international ou le groupe Saint-Gobain par exemple, composé d'une grande filiale présente partout dans le monde, a relevé le pari d'une vaste campagne marque employeur pour fédérer ses salariés autour d'une identité partagée. Do you speak English? Seulement 19% des Français jugent leur propre niveau d'anglais satisfaisant. La pratique de l'anglais devient parfois plus puissante que les diplômes. Et on en parlera bien entendu avec un centre de formation. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi et c'est avec Jérôme Laverny. Les vraies voix Sud Radio. Et en 2022, le réseau social professionnel LinkedIn comptait 24 millions d'abonnés en France, dont 11 millions de membres actifs, véritable lieu d'affichage de l'identité professionnelle. Les pages offrent parfois le spectre de ce que l'on aperçoit de manière plus générale, le souci de soi, son image, son apparence et parfois encore la volonté d'intégrer une communauté ou un groupe. On va en parler. Donc notre invitée Julia de Funès est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes philosophe et auteur du livre Les siècles des égarés aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que finalement, Jérôme Laverny, on parle d'identité, mais l'identité au sens large? Oui, tout à fait. L'identité plurielle même, cette espèce de réflexe et cette vertu cardinale, comme elle est désignée dans l'ouvrage. Alors d'ailleurs, disons en préambule quand même que cet ouvrage réussit cette prouesse d'être à la fois accessible, profond, on y apprend, et puisqu'il faut contrecarrer la mauvaise volonté de Rémi André qui ne fait que des mauvaises annonces pour le week-end en termes de pluviométrie, eh bien disons que cet ouvrage est une bouffée d'air intellectuelle, qui ne fait pas simplement, qui ne se borne pas simplement à agiter des concepts, à donner et à admonester des leçons, non, qui fait entendre, qui fait comprendre, qui fait apprendre et surtout qui fait réfléchir. Je dirais bien volontiers même que c'est une très belle actualisation de Montaigne, qui est parfois citée un certain nombre de fois dans cet ouvrage. C'est pas facile de lire Montaigne, c'est un gros ouvrage, et pourtant qui est absolument fabuleux. Julia de Funès réussit cette prouesse aussi, de l'actualiser dans cette perception et dans cette analyse de notre soif effrénée de l'identité. Et cette espèce de vertu donc cardinale que l'on a érigée et qui se déploie. Donc en ayant ce cheminement didactique de nous amener à réfléchir, à savoir ce qu'est une identité et plutôt ce que n'est pas une identité. C'est pas simplement une réflexion, ce sont aussi des propositions qui sont contenues dans ce livre vraiment indispensables. Je le dis vraiment pour nos auditeurs. C'est un grand plaisir et notamment le plaisir d'apprendre que l'on a en lisant cet ouvrage au-delà des mauvaises prédictions de Rémi André. Bon, justement, Julia de Funès, qu'est-ce qu'une identité? Parce que c'est la question finalement. Oui, absolument. Merci pour cette présentation élogieuse. Vraiment, c'est très gentil. Ça me met en confiance. Écoutez, l'identité est indéfinissable. C'est conceptuellement une des notions les plus mal construites puisque elle est très contradictoire. L'identité, si vous ouvrez le dictionnaire, la première acception va vous dire c'est le même. Une identité, c'est au sens arithmétique A égale A. C'est le même, c'est l'identique. Et puis la deuxième acception du terme veut que l'identité soit la distinction, la singularité. Votre identité n'est pas la mienne. Donc ça veut dire à la fois le même et à la fois le différent. Donc dans toute quête identitaire, on retrouve cette contradiction inhérente à la notion qui est à la fois la recherche du même, l'identification, et le devenir soi qui est l'individualisation.
Donc c'est très compliqué donc ça, je vous donne la définition conceptuelle de l'identité au sens philosophique. Mais après, je me suis amusée dans le livre, c'est vrai, à essayer de lui rattacher toutes les assignations qu'on lui attribue généralement. Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est l'enracinement? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'histoire, etc. Et j'essaye de montrer que rien ne fonctionne. Rien ne peut fonctionner, ne peut définir l'identité pour des raisons philosophiques. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais que je développe évidemment dans le livre. Quand on parle d'emploi et qu'on parle de la jeunesse, par exemple, difficile de se créer une identité, parfois même plus tard, difficile pour des gens qui ont travaillé dans des entreprises pendant 20, 30, 40 ans, qui se sont un petit peu fondus dans l'entreprise. Aussi difficile de se trouver une identité. Certains parfois veulent sortir de l'entreprise, aller ailleurs, et finalement ils ne savent pas quoi dire d'eux, et ils ont perdu justement toute de connaissance de soi-même et toute singularité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Oui, parce qu'à titre individuel, pourquoi je critique, je déconstruis cette identité, parce que le sentiment de soi n'est pas, à mon avis, atteignable par l'identité, qui est souvent construite, figée, fixe. C'est souvent une posture qu'on adopte. On veut ressembler à un rôle convenu, à une identité construite, et résultat, quand le rôle convenu n'est plus d'actualité parce qu'on change d'entreprise ou autre, on se retrouve complètement vide. Donc à l'identité personnelle, qui parfois formate et déguise l'individu, je préfère vraiment le sentiment de soi, savoir être à soi. Vous avez cité Montaigne, savoir être à soi, c'est autre chose que de se réfugier dans une sécurité identitaire. Il y a quand même une identité d'entreprise. On dit par exemple qu'il y a les proctériens, ceux qui ont passé chez Procter & Gamble par exemple, où il y a une identité d'entreprise. Je pourrais raconter un témoignage assez fou, même si j'étais pas chez eux, je l'avais vu sous mes yeux. Et est-ce que ça change pas l'identité d'une personne? Il ne doit pas se fondre dans l'identité de la boîte qui le fait travailler. C'est vrai, il y en a plein. Chez Accenture, on parle de bébé Accenture quand on rentre très jeune. Bon, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et encore une fois, c'est un moule. On rentre dans un formatage qui peut aider à se construire. Je ne critique pas la dimension d'identification, mais ça ne permettra jamais de singulariser un individu. Quand vous appartenez à un groupe, que ce soit une entreprise, un collectif, peu importe, on vous rassemble, mais on ne distingue pas l'individu. On veut au contraire vous conformer à l'ensemble. Ça peut être une des dimensions de la construction, mais en tout cas, ça ne permettra jamais d'individualiser, de singulariser quelqu'un. Cet ouvrage, il ne porte pas exclusivement sur le monde du travail, le monde économique, il a des conséquences puissantes sur la façon dont on peut envisager un certain nombre d'aspects en lien avec le travail, et notamment l'orientation. C'est vrai, et on disait la semaine dernière combien il est difficile pour un jeune d'accepter ne serait-ce que le métier de serveur, car il voit dans le métier de serveur être une boniche en réalité. Et c'est davantage l'image de cette éventuelle perspective qui va l'empêcher d'emprunter le chemin de ce métier-là, alors qu'en réalité, il omet cette possibilité que vous nous donnez dans cet ouvrage, parce qu'il y a aussi des propositions, celle notamment de la liberté. Lorsque Montaigne dit le maire et Montaigne sont deux personnes, c'est bien qu'il nous donne la possibilité d'être autre chose que ce que l'on joue. Vous prononcez souvent le terme de jouer, ce serveur de Sartre qui joue au serveur. Et bien justement, en fait, pourquoi ça a des conséquences puissantes sur l'orientation? Parce que tout d'un coup, ça ouvre un espace de liberté pour un jeune et ses parents au moment de choisir une orientation, se disant je fais ça, mais après tout, dans quelques années, je vais faire autre chose peut-être, et m'orienter de façon différente. Ça ouvre des espaces de liberté aussi dans la façon dont on se présente dans un CV. En haut duquel très fréquemment on lit des qualités assez rigolotes. Je suis souriant, dynamique, etc. Comme s'il existait un candidat qui mettrait je suis désagréable, méchant, je fais la gueule, je suis feignant, j'arrive en retard d'ailleurs, mais j'ai tout un tas de qualités, lisez en dessous. Non, et là c'est bien d'une posture dont il s'agit, comme parfois des choses qui se glissent dans les loisirs, et c'est combien dangereuse, parce qu'elles correspondent au-delà d'une identité à un réflexe identitaire et communautaire. Oui, ça me fait juste rebondir en ce moment les changements de paradigme sur le sens du travail, le sens de l'entreprise. C'est très lié à ça, j'en parle pas du tout dans le livre, mais je crois que ce souci identitaire, ce souci postural de correspondre à l'image, au jeu qu'on attend de nous, n'est plus tellement d'actualité, notamment pour les plus jeunes générations. Parce qu'on est dans un culte de l'authenticité et qu'on n'a plus envie maintenant de rentrer dans le jeu dans la comédie de l'entreprise pour être maintenu et rester fidèle. Juste rapidement, parce il nous reste une minute. Quand toutes les autorités s'effondrent autour de nous, quand le politique, le social, le religieux s'effondrent, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on est sorti de la famille et on est totalement perdu. Voilà, l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige. Sois toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence. D'où le besoin de béquilles existentielles en tout genre.
Le développement personnel en est un très fort que j'avais évidemment critiqué, mais on comprend très bien la demande d'aide et d'offres. Mais les offres proposées me semblent parfois très contestées, très contestables. Et l'identité est un refuge sécurisant. C'est beaucoup plus rassurant de se dire tiens, je vais jouer à l'animatrice, je vais jouer à l'auteur, je vais jouer à la philosophe. Le manque de liberté est rassurant au final. Exactement, on préfère au mouvement libre de son existence la sécurité d'une identité construite. Mais ça me semble être de la mauvaise foi, un mensonge à soi-même, et on peut obtenir ce sentiment de soi sans passer par la case identitaire. On verra de toute façon dans un instant la suite. Le CV par exemple, est-ce que le reflet de notre identité, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? On verra des possibilités, on en parlera avec vous, Julia de Funès. Merci en tout cas, ce très joli livre aux éditions exactement, Le siècle des égarés. Des égarés, on va vous remettre dans le droit chemin, vous ne quittez pas, restez avec nous. Et c'est aux éditions de l'Observatoire. A tout de suite et bienvenue dans Les Vraies Voix de l'Emploi. C'est avec notre expert Jérôme Lavernier, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Lavernier. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver avec notre expert en emploi. Il sait tout, il connaît tout le monde, Jérôme Lavernier. Dieu m'en garde. Pour être ministre du Travail d'ailleurs. Oui, on va voter pour vous. On ne peut pas voter, mais c'est comme ça. Julia de Funès est avec nous, Le siècle des égarés aux éditions de l'Observatoire. À lire absolument. Et avec notre invité qui vient d'arriver, Hortense Bachelier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice marque employeur du groupe Saint-Gobain. On va revenir sur les CV. Les CV qu'on envoie, sur lesquels, vous le disiez il y a quelques minutes, on écrit des choses qui nous correspondent. On ne vous l'a pas demandé, mais on le fait quand même. Est-ce qu'il faut, je vais commencer par vous, Julia de Funès, est-ce que finalement, on parle d'identitaire, de communautarisme, beaucoup aujourd'hui, dans leur CV, mettent l'écriture inclusive. Bonne ou mauvaise idée ? Alors, ce qui est très frappant, c'est que tout ce mouvement qui se réclame de la déconstruction, le wokisme, etc., finalement, ne s'avère être qu'une reconstruction radicale. Et l'écriture inclusive, on le voit, est une reconstruction radicale. Les moindres différences deviennent des mini-impérialismes. Moi, je suis pas du tout favorable à l'écriture inclusive. Et sur les CV, les termes de CV sont tous génériques. Quand vous dites souriant, je sais pas quoi, enthousiaste, etc., tout ça sont des qualités très génériques. Donc, ça ne définit absolument jamais personne. On peut pas, même la combinatoire est partagée par d'autres personnes. Donc, vous pouvez tout mettre sur un CV. De toute façon, quand vous lisez, c'est comme une carte d'identité. Quand vous lisez une carte d'identité en CV, vous ne savez absolument rien de la personne. C'est pour ça qu'il faut, j'ai travaillé longtemps en recrutement, il faut absolument avoir une intuition, un fit. C'est beaucoup plus essentiel que même prendre un café avec quelqu'un. On dit parfois beaucoup plus que d'avoir absolument tout son CV qui n'est qu'une combinatoire générique qui ne sert, c'est un bon référentiel, une première étape, mais ça ne sert pas du tout à rencontrer, à connaître l'ipséité, la subjectivité de quelqu'un. J'ai une question qui me saute à l'esprit, sachant qu'on a également Hortense Bachelier, directrice marque employeur du groupe Saint-Gobain. On parle d'identité d'entreprise. Dans une vie antérieure, j'ai visité des usines, notamment en Asie, pas mal. Et là-bas, il y a encore l'uniforme dans l'entreprise. On a la chemise, le pantalon aux couleurs de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est une marque d'identité? Et est-ce que chez Saint-Gobain, c'est le cas dans certains pays et pas dans d'autres? Comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Écoutez, juste un mot, je vous laisse la parole parce que j'ai déjà parlé, mais l'uniforme est le contraire de l'identification. Et c'était le propre des régimes totalitaires d'uniformiser les gens. C'est-à-dire que l'identité, au sens vraiment la subjectivité de l'individu, et j'essaye de le montrer dans le livre d'ailleurs, est très visible à partir de l'expressivité, de l'extériorité, de l'apparence. On a une tendance à vouloir discréditer l'apparence. Il ne faut pas se fier aux apparences. L'essence est derrière l'apparence. Je crois exactement l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'on réduit l'être à son apparence, mais ne plus vouloir miser sur l'apparence, l'extériorité, l'expressivité de quelqu'un et uniformiser à travers un uniforme qui peut avoir des vertus autres, mais en tout cas certainement pas celle de l'identification et de la construction identitaire. Hortense Bachelier. Je suis tout à fait d'accord. Et nous, donc, effectivement, dans les usines, ils ont des uniformes, mais c'est une question de sécurité. Voilà. Simplement. Ouais, c'est juste ça. Mais souvent, on voit chez des constructeurs. Mais on voit chez des constructeurs, ils sont tous à peu près habillés pareil. On leur demande d'avoir une chemise blanche, d'avoir un jean, d'avoir une veste où ils portent le logo de leur entreprise, ou d'avoir les mêmes pensées. C'est une sorte d'uniforme en fait. Oui, et donc un manque de singularisation absolue. On nie l'individu au nom du collectif pour avoir une masse homogène, pour avoir un groupe conforme, mais ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à la manipulation, ça peut aller jusqu'à l'horreur, ce type de... Je pense qu'on en est loin quand même maintenant, parce qu'effectivement on voit plus du tout de cravate dans les entreprises.
On ne voit plus du tout de cravate dans les entreprises. Voilà, il y a un style casual qui devient uniforme aussi. Jérôme Lavergne. Pardon. Mais il se distingue. Je fais partie de la secte des vieux schnapps. C'est ça. Vous en êtes le président d'ailleurs. Vous savez. Le grand commandeur. Est-ce que aujourd'hui la société ne s'est pas transformée, de dire que ce sont plus les entreprises qui décident, finalement ce sont les futurs salariés qui arrivent. C'est un peu comme la pub, venez comme vous êtes, Julia par exemple. Oui, alors il y a un uniforme du casual aussi, c'est-à-dire que vous rentrez dans une start. C'est décontracté pour les auditeurs. Et ça devient le nouvel uniforme en fait. Et quand on a une cravate, on est justement très original. Alors une petite question néanmoins, Cécile le disait avant la pause, les transcendances ont disparu, qu'elles soient religieuses, idéologiques, philosophiques, etc. Et pour autant, il y a quelque chose de nouveau aussi. Nous sommes dans une société qui est grandiloquente, qui est hâbleuse, et au-delà du CV, qui s'affiche sur des réseaux sociaux. C'est toute la dichotomie entre parfois, donc beaucoup de verbes, beaucoup de paroles. Parce que, au final, on pourrait imaginer qu'une identité soit assumée, elle soit pratiquée. Et pourtant, on a parfois l'impression qu'il y a beaucoup de paroles et peu d'actes qui soient en conformité totale et qui accentuent cette difficulté d'identité. Ça confirme le fait que l'identité doit être affichée parce qu'elle n'est pas forcément incarnée. Quand on est vraiment ce qu'on est, on n'a pas besoin de le mettre avec un panneau signalétique en haut. Donc le fait de devoir dire je suis fier d'être noir, d'être fier d'être homosexuel, d'être fier d'être ce que vous voulez, ça montre qu'il y a une carence dans l'identité qui n'est pas suffisante et qu'il faut bien l'appuyer avec des mots et avec des formules. Oui, mais ce qui est fou, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que finalement les réseaux sociaux et l'anonymat fait que les gens qui sont derrière sont eux-mêmes, peut-être pour la première fois de leur vie. Ils se cachent derrière parce qu'ils n'ont plus d'identité. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc ça ne fait que confirmer le fait qu'on est vraiment soi-même quand on quitte la catégorie identitaire. Et avec un pseudo, évidemment, on se lâche, on est complètement détendu. Vous dites combien cette identité je suis pas du tout favorable à l'anonymat sur les réseaux, mais ça montre l'idée que l'identité vraiment cantonne. À l'envers de cette identité, vous proposez le sentiment de soi, un sentiment qui se construit de façon dynamique et avec le temps, et de façon sensuelle aussi. Et on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle le sentiment de soi ? Alors, justement... Quand est-ce que vous vous sentez vraiment vous-même ? C'est pas quand vous décrétez votre identité. C'est souvent, j'ai plusieurs expériences dans le livre, mais c'est pas quand on agit à partir de soi-même, par la liberté, on se sent beaucoup plus soi-même que par l'identité. Je prends le sentiment de soi pour faire pendant avec votre métier, bien sûr, sur le sentiment de soi qui peut être collectif. C'est pas simplement le sentiment de l'individu, mais qui peut être un sentiment collectif. Je ne crois plus aux valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, afficher des grandes valeurs qui devraient parler à tout le monde. Pour moi, ça, c'est un peu dépassé. Et quand est-ce qu'on fait vraiment union, qu'on a le sentiment d'un nous, c'est valable à l'échelle d'un pays aussi, c'est en général pas du tout à travers l'identité nationale. Si vous demandez ce que c'est autour de cette table que l'identité nationale, on aura autant de définitions que de personnes derrière la table. Donc c'est pas l'identité nationale qui va créer l'union nationale, mais c'est un sentiment. Et ce sentiment, c'est la conscience d'un risque. Il n'y a rien de plus il n'y a pas de force collective plus intense que lorsque les individus ont conscience d'un risque pour eux-mêmes et qu'ils ressentent la nécessité d'une action commune. Quand est-ce que les ouvriers font preuve d'une force collective très forte ? C'est quand l'usine menace de fermer, qu'ils ont bien conscience du risque pour leur vie. Quand le sport est comme toujours un très très bon exemple. Quand est-ce qu'une équipe de sport fait preuve d'un esprit d'équipe très fort ? C'est quand elle a conscience de pouvoir perdre un titre ou un match très important et qu'il y a donc de l'enjeu. Donc vous voyez, le sentiment de soi, que ce soit collectif ou individuel, pour moi, procède du sentiment, procède de la conscientisation d'un risque et certainement pas d'une cartographie identitaire. Et pourtant, c'est ce qu'on demande finalement aux entreprises. On leur demande de déballer un petit peu leur ADN, leurs valeurs pour attirer du monde. Donc c'est quand même compliqué. Alors ça marche plus, oui et non, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir une quête de sens. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les collaborateurs, enfin les candidats ne vont plus rejoindre une entreprise pour un salaire ou pour, effectivement, parce que c'est une boîte du CAC 40. Non, ils ont besoin d'avoir un sens à leur travail. C'est-à-dire pourquoi moi je viens tous les jours chez Saint-Gobain travailler. Quel est mon but réel? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Je suis d'accord. Sauf que parfois on met derrière ce concept de sens quelque chose qui revêt une dimension sociale, en oubliant qu'on n'a pas l'apanage de la gentillesse, de la bienveillance lorsque l'on fait quelque chose de collectif. Et il est bien heureux déjà de faire quelque chose de bien pour une seule personne dans sa vie. C'est déjà une sacrée prouesse que de le faire. Je posais un jour une question dans une campagne précisément à une contrôleuse de gestion, de façon un peu provocante, de Saint-Gobain, en lui disant, mais contrôleuse de gestion, mais est-ce qu'on se lève heureuse plutôt?
tôt, quand on est contrôleuse de gestion, c'était évidemment une provocation. La question était la réponse était dans la question. Oui, mais elle a dit pourquoi. Elle a dit de façon simple, factuelle, pragmatique, comme le démontre du reste le livre, qui s'ancre dans la réalité. C'est bien ce sentiment de soi, quelque chose qui se construit et qui donne à un moment donné, qu'on soit une entité collective ou un individu à proprement parler, l'impression rassurante d'être naturel. Voilà. Oui. Et juste si je peux rebondir 2 secondes, parce que je trouve ça vrai sur la question du sens, mais on assiste vraiment à un changement de paradigme sur le sens de l'entreprise. Si hier encore, il y a quelques années, l'entreprise pouvait encore être pensée comme une finalité, on était très fiers de rentrer chez Sud Radio, chez Saint-Gobain, c'était un sens en tant que tel. Aujourd'hui, c'est complètement fini. Pour que l'entreprise retrouve et fasse sens, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'autre chose qu'elle-même, une raison d'être, peu importe. Mais si elle ne se pense pas comme un moyen, elle perd tout son sens. C'est ça le paradoxe. Et ben on parlera de cette marque employeur justement dans quelques instants. Restez avec nous. C'est les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue sur Sud Radio. Parlons vraiment, on dit les choses. Nous, vous savez, c'est comme ça. On en parle clairement. Et puis, vous voulez réagir. Vous avez le droit à 0826 300 300. On reste ensemble encore jusqu'à 20h. Bienvenue.